Bienvenue à Question Directe, bienvenue à votre émission. Nous sommes aujourd'hui avec M. Adam Wade, qui est directeur de publication de Financial Afrique, un mensuel sur la finance africaine. Adam Wade vient de sortir un livre qui s'intitule En finir avec le mythe de Tarzan, les élites africaines face à leurs propres responsabilités historiques. Adam Wade, merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis quelques jours d'actualité économique au Sénégal et que le FMI a confirmé le taux de croissance du Sénégal de 6,5%. L'agence Moody's, une agence économique mondiale qui confirme la bonne santé de l'économie sénégalaise. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces taux de croissance dont on parle sont réellement ressentis par les populations sénégalaises? Merci Alassane de m'avoir reçu dans cette émission qui est suivie par tous les Sénégalais. Effectivement, il y a de très bonnes nouvelles qui viennent à la fois du FMI, qui est quand même le Fonds monétaire international, qui supervise les convergences macroéconomiques de la plupart de nos États. Et quand le FMI confirme la croissance de 6,5% du Sénégal, c'est forcément une très bonne nouvelle. Et je dirais aussi que derrière, quand l'agence de notation Moody's confirme aussi les bonnes tendances de l'économie sénégalaise, je dirais que oui, nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, c'est vrai que des convergences ou bien des critères macroéconomiques excellents au satisfait de la population, il y a beaucoup de choses ou beaucoup d'étapes à franchir. C'est vrai que pour le moment, sur le plan social, les attentes sont nombreuses. Est-ce que cette croissance peut aller au panier de la ménagère et comment? Alors, est-ce que cette croissance, c'est-à-dire, est-ce qu'elle atteint toutes les couches de la population sénégalaise? C'est là la question. On parle beaucoup aujourd'hui d'une croissance inclusive. Est-ce que nous sommes sur la voie de la croissance inclusive? Moi, je reviendrai sur quelques actes qui ont été posés ces dernières années et je dirais que ces actes vont dans ce sens. Par exemple, la couverture maladie universelle s'inscrit dans cette croissance inclusive que nous recherchons. De même, le fait qu'aujourd'hui, il y a un effort d'électrification à travers de nouvelles agences qui viennent d'être inaugurées, de nouvelles centrales. Donc, on peut dire qu'on est sur la voie, mais la croissance inclusive, elle doit s'inscrire sur une longue durée. Ça ne sera pas du jour au lendemain. Justement, cette actualité semble rejoindre votre livre qui s'appelle En finir avec le mythe de Tarzan. Est-ce que justement le fait que les élites africaines se contentent du satisfait de la Banque mondiale, du FMI et des organisations internationales conforte votre livre sur le mythe du Tarzan? Tout à fait. Vous avez bien fait de souligner cette actualité, c'est-à-dire la croissance macroéconomique exprimée par le FMI et l'agence Moody's et le livre. En fait, dans ce livre, il s'agit d'une analyse psychologique, sociologique des élites africaines. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent, nous-mêmes y compris, est-ce que nous sommes inscrits sur une tendance vers la croissance africaine, vers la construction d'une société africaine dans laquelle chaque citoyen a droit de citer, chaque citoyen peut espérer le bonheur sans forcément quitter le pays. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une démarche endogène? Donc c'est cette question que j'essaie de poser dans ce livre, avec un titre un peu provocateur, peut-être le mythe de Tarzan, qui renvoie à une bande dessinée des années 20, dans laquelle il y a un super-héros, c'est Tarzan lui-même qui est blanc, élevé par les grandes tribus, élevé en Afrique. Et c'est ce super-héros, c'est lui qui, à chaque fois, c'est lui qui détient le faux sacré. En quelque sorte, c'est lui qui est le seul détenteur de la connaissance. C'est lui qui sauve les tribus africaines qui sont incapables d'accéder à cette connaissance qu'avait Tarzan. Aujourd'hui, tout se passe comme si dans nos sociétés, nous sommes incapables par nous-mêmes d'accéder à cette connaissance et nous devons recourir d'une manière parfois sous-valorisante à l'expertise étrangère. Il y a plusieurs exemples de pays où les plans de développement, pourtant qui peuvent être aisément concis au niveau local, sont concis à l'étranger ou bien portent le label d'agence étrangère. Il y a plusieurs pays où on voit des cadres africains bien formés, mais malheureusement,
ils sont dévalorisés aussi bien du point de vue social, du point de vue salarial, par rapport aux cadres expatriés. Déjà, le mot expatrié, à mon avis, est lourd de sens. Est-ce qu'aujourd'hui, 60 ans après, on doit parler encore de cadre local et de cadre expatrié en Afrique? Mais pourquoi justement les élites africaines font plus confiance à l'international qu'au local? Alors, c'est justement l'une des réponses que nous essayons d'apporter dans ce livre. Pourquoi nous, Africains, élites, et peut-être même nous autres, les observateurs, les conditions, les classes moyennes, pourquoi nous sommes enclins à donner plus de caution à l'expertise étrangère? Pourquoi aujourd'hui la ménagère, devant le made in étranger, ce qui vient de l'extérieur, a plus de poids, a plus de crédit que ce qui est fabriqué au Sénégal? Pourquoi la chaussure de Ngaye Mékhé n'a pas valeur de citer, n'a pas droit de citer, par exemple, dans certains milieux IP? Je pense qu'il faudrait revenir à cette œuvre de déconstruction des sociétés africaines qu'a été l'esclavage et après la colonisation. La colonisation et l'esclavage reposaient sur un mythe, c'est la supériorité de certaines races par rapport à d'autres. Donc, dans la colonisation, il y avait eu plusieurs codes, le code de l'indigénat, le code noir. Donc, il y avait une hiérarchisation des sociétés qui faisait que le blanc était le modèle et l'indigène, que ce soit le noir ou l'indien, étaient des apprenants. D'ailleurs, il y avait des certificats d'évoluer et je ne vous apprendrai rien en disant que le grand Patrice Lumumba a bataillé dur pour obtenir un certificat d'évoluer avant, plus tard, après l'indépendance, de se muer en le Patrice Lumumba que nous connaissons. Mais pourquoi aujourd'hui, justement, cette déconstruction mentale a prégnant 55 ans ou bien 60 ans après les indépendances? Est-ce que les Africains, les élites, ont perdu la bataille sur le plan psychologique? Alors, c'est là où je dis qu'il y a les élites africaines face à leurs responsabilités historiques. Vous savez, chacun d'entre nous a un seul choix, soit servir sa génération ou la trahir. Les élites africaines, France Fanon, c'est ça? Effectivement, les élites africaines qui ont hérité de l'indépendance étaient pratiquement des élites installées. Parce que le processus de décolonisation au Sénégal, en Afrique occidentale française en général, était négocié. Donc, il est évident que la France, et même l'Angleterre dans certains cas, avant de partir, a installé des élites qui lui étaient favorables. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que ces élites qui étaient là se sont mis en contre-maître et ont essayé, finalement ce sont ces élites qui ont été à l'origine du néocolonialisme. Parce qu'aujourd'hui, 60 ans après, nous sommes encore face à une Afrique qui dépend de l'étranger, de l'extérieur pour l'essentiel de son financement, qui dépend de l'extérieur pour obtenir les satisfecits, qui dépend de l'extérieur pour financer ses ponts, ses routes, ses hôpitaux. Et en même temps, ces élites que Samir Amin appelle la bourgeoisie comprador, ces élites aujourd'hui ont désinvesti l'Afrique parce que ce sont elles qui, après s'être enrichies licitement ou illicitement d'ailleurs, placent leur argent dans les paradis fiscaux, placent leur argent en Europe, en zone offshore. Donc ces élites ne croient pas en l'Afrique. Mais comment se fait-il aujourd'hui que l'Afrique soit un continent très riche, avec son sous-sol, avec ses terres, avec ses eaux, ses fleuves et tout, et qu'elle continue aujourd'hui de dépendre de l'extérieur pour financer son développement? Parce que Samir Amin, dans ses thèses, parlait de centre et périphérie, et la périphérie de la périphérie, avec sa thèse de la déconnexion. Vos thèses rejoignent quelque part les analyses de Samir Amin. Tout à fait. Je cite d'ailleurs abondamment Samir Amin dans ce livre. En fait, pour comprendre la léthargie dans laquelle se trouve le continent africain, un continent promis pourtant à la révolution économique et démographique à l'horizon 2050, pour comprendre un peu cette panne, parce qu'il s'agit d'une panne, qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, il faut peut-être revenir sur la colonisation, qui est un fondement historique. Parce que la colonisation avait institué 3 règles. Il y a le principe de l'échange exclusif qui interdisait aux colonies de commercer entre elles. Donc cette règle, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'elle est toujours de mise. Parce que l'Afrique, il y a très peu d'échanges entre pays africains. Donc il y a une construction coloniale qui est encore là. C'est une infrastructure qui est intacte.
l'un des deuxièmes aspects de la colonisation ou des conditions de la colonisation, c'était la sous-valorisation de l'indigène. C'est-à-dire que le colon pouvait circuler librement en Afrique, aller en Afrique, et l'Africain ne pouvait pas circuler librement. Aujourd'hui, je pense que le principe du visa, qui est universellement admis, pénalise quelque part les Africains, toutes conditions confondues, puisque aujourd'hui, vous, Alassane Samba Diop, vous êtes journaliste, vous ne pouvez pas aller au nord, et le journaliste du nord peut venir chez vous, vous concurrencer, faire des émissions, produire et vendre. Donc si nous sommes dans le principe de libre-échange, dans le principe de l'égalité, dans le principe de la réciprocité, je pense qu'il y a là un problème. Et ce problème, il doit être abordé par les élites africaines de manière rationnelle. Donc il y a un troisième élément qui est aussi fondamental, c'est que les Africains ne pouvaient pas transformer leurs produits agricoles localement. Aujourd'hui, 60 ans après, c'est toujours de mise, puisque alors tous les accords entre l'Europe et l'Afrique favorisent l'exportation des produits agricoles. Mais tous ces accords condamnent tous les produits africains transformés. Aujourd'hui, si vous avez des poissons frais du Sénégal vers l'Espagne, il n'y a pas de problème. Ces poissons peuvent être exportés. Dès que vous transformez, on va vous imposer des barrières non tarifaires. On va par exemple vous dire non, il faut tel certificat. Et ces barrières non tarifaires, à mon avis, ce sont des barrières déguisées pour encore faire que l'Afrique reste un pourvoyeur de matières premières, mais pas un partenaire économique à part entière. Mais comment cette situation peut perdurer aujourd'hui? On parle de mondialisation, de monde d'Internet, où les jeunes Africains, les enfants nés après les indépendances aujourd'hui, ont peut-être une autre perception des relations entre le Nord et le Sud, que ces relations continuent encore à perdurer. Est-ce que c'est ce que Samir Amin disait, la bourgeoisie comprador, des sortes d'intermédiaires, de commerçants qui imposent à leur propre peuple les vues de l'extérieur? En fait, la situation, elle perdure parce qu'on avait commencé par parler de l'élément psychologique, c'est-à-dire cette longue construction mentale que nous avons intégrée, peut-être inconsciemment, qui fait que la valeur, c'est l'autre. Et la sous-valeur, c'est nous. Deuxièmement, j'ai parlé de ces trois facteurs-là, qui est l'échange exclusif, l'interdiction de transformer localement et le principe de la non-égalité de circulation entre les partenaires. Donc ces éléments condamnent l'Africain à être dépendant, à ne jamais se développer. Et à cela s'ajoute aussi une chose. Il y a le caractère très néfaste des nationalités, des nationalités artificielles que nous avons d'ailleurs héritées de la colonisation. Nous les Africains, peut-être on s'est libérés du joug colonial, mais on a été incapables finalement de sortir de ces boîtes, de ces nations, de ces micro-nations qui ont été créées artificiellement. Et 60 ans après, aujourd'hui par exemple, on parle de l'intégration économique en Afrique, mais tout cela, ça reste à construire. Aujourd'hui, le fait qu'entre Africains, on ne peut pas circuler librement, on ne peut pas échanger. Il y a peu d'infrastructures qui permettent par exemple la prospérité du commerce, fait que nous avons là encore une entrave au développement. Et la génération de l'Internet, la nouvelle génération, elle ne doit pas seulement être consumériste, elle ne doit pas seulement être la génération de l'abondance des produits technologiques. Elle doit être créatrice. Non, elle doit prendre son destin en main. Elle doit exiger cette libre circulation. Moi, je pense que le vrai cadenas de l'Afrique aujourd'hui, c'est la libre circulation entre pays africains. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup de valeurs entre Africains. Mais si vous êtes au Ghana, vous ne pouvez pas aujourd'hui savoir ce qui se passe au Sénégal et vice-versa. Il est temps de faire tomber les murs. Parce qu'il est plus facile d'aller en France, d'aller aux États-Unis, que d'aller au Ghana, ou d'aller au Togo, au Mali des fois. En fait, nous sommes formatés pour aller aux États-Unis, pour aller en Angleterre, pour aller en France, parce que la valeur, c'est encore là-bas. Nos universités aujourd'hui, pour exister, ne serait-ce que sur le plan continental, ont besoin d'avoir un label de double diplomation de ces universités étrangères. Je parle dans ce livre des processus de légitimation. On a, que ce soit dans nos scrutins présidentiels, dans nos référendums, dans nos élections, on a toujours besoin de la caution étrangère. On a toujours besoin que quelqu'un vienne et qu'il dise oui, c'est conforme. Comme par exemple l'ambassadeur du Sénégal en France qui dit que oui, le référendum est un bon test démocratique.
Comme si les Sénégalais eux-mêmes ne pouvaient Oui, pas le constater. et c'est tout le monde qui applaudit, c'est l'opposition qui essaie d'interpréter, c'est le parti au pouvoir qui s'en glorifie. C'est une construction mentale, c'est une attitude qui est très africaine et qui n'est pas asiatique par exemple. Parce que les Chinois, les Coréens, tous ces pays qui ont réussi à réaliser leur miracle économique durant les 30 dernières années se sont libérés mentalement et ont essayé de promouvoir les valeurs locales. Aujourd'hui, au Sénégal, nous sommes encore, aussi bien dans notre enseignement, dans notre référentiel, nous sommes encore décolonisés. Mais pourtant, Samir Amin, dans un de ses ouvrages, parle de la triade qui a géré ce qu'on appelle le capitalisme. Il parle de l'Europe, des États-Unis et du Japon, et que la Chine a pu construire son propre modèle pour s'en sortir, pour aujourd'hui être un pays émergent. D'ailleurs, parmi les pays émergents que cite cet auteur, il parle de la Chine, il parle de la Corée du Sud et peut-être de Taïwan. Pour eux, les autres pays africains parlent d'émergence, mais ils sont loin de l'émergence. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Samir Amin. Mais encore une fois, de quelle Afrique on parle? Si c'est l'Afrique dessinée et façonnée par la colonisation, celle-là, elle est morte en principe. Elle est morte, mais son squelette demeure. Son squelette, c'est quoi? C'est 54 frontières. Son squelette, c'est quoi? C'est le fait qu'on est hérité des systèmes qui ne sont pas vraiment africains et qui ne militent pas pour le développement de l'Afrique. C'est le fait qu'aujourd'hui, par exemple, nous, entre Africains, il n'y a pas assez d'échanges. Il est plus facile peut-être à un Européen de venir au Sénégal qu'à un Africain de venir au Sénégal. Il est plus facile à un Européen d'aller à Addis Abeba qu'à un Sénégalais d'y aller. Donc nous sommes dans cette Afrique encore qui est coloniale. 60 ans après, on n'a pas démantelé les infrastructures coloniales. Et il est temps de les démanteler. Si la Chine, tel que dit Samir Amin, s'est développée, c'est parce que la Chine s'est construite elle-même, d'après sa manière, sa vision du monde. Mais nous, l'Afrique que nous avons, c'est l'Afrique telle que vue, peut-être en un court instant, par ceux qui nous ont colonisés. Mais la libération d'Afrique, entre guillemets, si on en parle aujourd'hui, est-ce qu'il faut passer par l'industrialisation d'Afrique? Parce que la Chine s'est industrialisée, a pu sortir de son continent pour aller vers les autres. Est-ce que la clé, c'est l'industrialisation de l'Afrique, c'est la modernisation de l'agriculture africaine en se basant sur les productions locales, familiales? La libération, on peut utiliser un autre terme, ça veut dire pour moi la même chose, c'est le développement. Le développement économique, c'est la prospérité sociale, c'est l'inclusion de tous les Africains. Or, le système que nous avons hérité, c'est un système qui favorisait une classe, une bourgeoisie fonctionnariale d'ailleurs. D'ailleurs, vous verrez que toutes les grandes fortunes que nous avons eues au cours de ces 50 années sont plus ou moins liées à l'État. Donc, nous avons en fait remplacé les colons par des contremaîtres, par des auxiliaires. Et ce système, aujourd'hui, il est dépassé. Parce que tant qu'il y avait peu d'Africains qui sont partis à l'école, c'était très facile de trouver de l'emploi pour ceux qui sont allés à l'école. Mais que faut-il faire pour inverser la tendance? Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est très simple. J'ai parlé du fait que l'Afrique doit se construire ou se reconstruire sur des bases africaines. Par exemple, je vous donne un exemple. Le Mali, aujourd'hui, il y a un problème entre le nord et le sud. Est-ce que ce problème, il n'est pas lié entre Touareg et Bambara, c'est un problème de frontière, à mon avis. Vous allez dans d'autres pays, c'est des problèmes de frontières. C'est le fait qu'on a enfermé des réalités historiques dans des frontières artificielles. Et aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui est en train de bouillir de ce désir, de diversité. Parce que l'Afrique est diverse. L'Afrique n'est pas un continent d'assimilation, c'est un continent de diversité. Or, les systèmes que nous avons hérités ont tendance à imposer un seul schéma de pensée, une seule langue, par exemple, par pays, et c'est une aberration. Le Sénégal, par exemple, c'est un pays multilinguistique. Donc, le Sénégal doit vivre dans cette diversité culturelle. Et la force du Sénégal, c'est d'avoir les Casamancés, c'est d'avoir les Wolofs, les Sérères et les Peuls. Et les systèmes que nous avons hérités avaient tendance à assimiler toute cette diversité en une seule. D'où d'ailleurs les problèmes dans beaucoup de pays, en Centrafrique et partout, parce que l'Africain nie son voisin, lui dénie l'existence et impose une nationalité qui est souvent tribale. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour changer les choses? Est-ce que l'économie est la clé du changement? L'économie peut être la clé du changement, à condition que ça soit une économie au service des populations. Si c'est une économie au service des multinationales, au service des commissionnaires, si c'est une économie de prédation, ça ne pourra jamais servir à l'Afrique. Parce que qu'est-ce que nous avons? Nous avons une classe encore, comme je le disais tout à l'heure, qui
qui désinvestit l'Afrique, qui place ses revenus, ses commissions ailleurs, en Europe, dans les paradis, dans les paradis fiscaux. Est-ce que ce système peut développer l'Afrique? Je pense que non. Le vrai développement endogène viendrait peut-être d'un nouveau pacte social entre Africains. Nous devons nous poser des questions qui sont fondamentales. Et dans ces questions, j'inclus la double nationalité. C'est une problématique, à mon avis, que nous devons aborder. On ne peut pas l'éviter. On ne doit pas éluder ce problème. Parce que aujourd'hui, la plupart des élites africaines sont des élites, à mon avis, expatriées, qui ont d'autres nationalités, qui ont d'autres lieux de retraite, qui ne sont là que le temps de travailler, le temps de perdre les élections, elles repartent dans leur zone de retraite. Donc tu ne peux pas diriger l'Afrique si tu ne crois pas en Afrique, si tu n'es pas exposé au risque Afrique. Mais est-ce qu'aujourd'hui la société civile africaine qui était considérée comme étant un train de changement aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette élite africaine, société civile africaine a les moyens de changer les choses? Nous avons un vrai problème en Afrique. C'est qu'il y a de la perversion qui touche aussi bien la société civile, les médias. En fait, tous les contre-pouvoirs aujourd'hui sont pénétrés de l'extérieur. Les sociétés civiles africaines, si elles sont financées par des multinationales, si elles ont des commanditaires qui ont leurs propres agendas, qui sont de l'extérieur, ces sociétés civiles sont artificielles. À mon avis, elles ne serviront jamais à apporter le changement. Le vrai changement viendra de l'Afrique. Il ne s'agit, bien sûr, on n'est pas contre le partenariat. On n'est pas contre le partenariat avec l'extérieur. Au contraire, c'est avec ce partenariat que nous allons rattraper le gap en matière de technologie, en matière de savoir-faire. Mais le développement doit être initié par l'Afrique, par les Africains eux-mêmes. Nous ne pouvons pas attendre le développement comme les moustiquaires imprégnés. Si nous devons nous développer, c'est par nous-mêmes, c'est avec notre propre volonté de développement, c'est avec, bien sûr, en partenariat avec tous les amis de l'Afrique, mais le développement ne viendra pas de l'extérieur. Mais le diagnostic a été fait, le constat a été fait, tout le monde sait pourquoi ça ne marche pas. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de solution par rapport à ce qui ne marche pas. Qui propose la solution? C'est quoi la solution? La solution, je pense que tout le monde cherche la solution, comme vous l'avez bien dit. Le débat, c'est d'abord le commencement de la solution. Est-ce que nous sommes d'accord aujourd'hui que ça ne va pas en Afrique? Avoir ces milliers d'Africains, ces milliers de jeunes qui n'ont pas de travail, ces milliers de diplômés qui n'ont rien, et qui doivent traverser la Méditerranée au péril de leur vie pour essayer de subvenir aux besoins de leur famille, je pense que ça ne va pas. Avoir aussi le fait que dans nos pays, bien qu'on parle de l'émergence du miracle africain, qu'il y a de plus en plus de difficultés à trouver de l'emploi, qu'il y a de plus en plus de difficultés aujourd'hui à résoudre même les problèmes posés par l'urbanisation. Vous voyez une ville comme Dakar, tous les Dakarois disent que c'était mieux avant. Et qu'aujourd'hui, les infrastructures ont été dépassées. Donc là, on se dirige tout droit vers un problème démographique, urbain, qu'il faut résoudre. Et le fait qu'il y ait des délestages, le fait qu'il n'y ait pas assez d'eau potable en Afrique, montre bien que ça ne va pas. Mais tout débat est un début de solution. Oui, mais le constat qui a été fait, c'est que l'Afrique n'a pas de projet souverain indépendant. Et ensuite, il y a la question de la monnaie. La souveraineté monétaire est un frein au développement de l'Afrique, le constat qui a été fait. Mais le problème, c'est que toujours, on le constate, mais ça ne bouge pas. Alors, ça ne bouge pas. Je suis obligé de revenir toujours au point de départ, c'est-à-dire à savoir que ça ne bougera pas. Pourquoi? Parce que nous avons une Afrique squelettique, héritière de la colonisation que nous portons à bout de bras, et nous devons apporter le coup de grâce à cette Afrique-là. L'Afrique ne se développera pas avec 54 frontières, c'est impossible, parce que ces 54 frontières, c'est 54 micro-États. Je vois dans les journaux, on parle de l'Afrique de 2050 comme étant un marché au potentiel immense, un marché de 2,5 milliards d'habitants. Mais c'est faux, c'est un marché de 2,5 milliards divisé sur 54 frontières. Donc, le facteur poids qui a marché pour la Chine ne marchera pas pour nous. Le seul moyen de développer l'Afrique, c'est d'ouvrir les frontières. Et tant que nous sommes dans ces considérations nationalistes
étroite, nous n'allons jamais nous développer, Alassane. Adam Wade, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Nous parlions de votre livre que vous venez de sortir, qui s'appelle En finir avec le mythe de Tarzan. Les îles africaines face à leur propre responsabilité historique, c'est-à-dire parler aujourd'hui pourquoi l'Afrique a du mal à s'en sortir et pourquoi cette classe politique comprador qui est dans nos pays empêche le développement de notre pays parce que portant des projets qui ne sont pas des projets africains, des projets occidentaux et que beaucoup de nos élus se réjouissent du FMI, de la Banque mondiale et des instances internationales alors que la vraie souveraineté se trouve entre les mains des Africains qui doivent travailler pour l'Afrique et avec les Africains. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission avec nous. Merci. Au revoir. Thank you.